on était obligé de la mettre, cette musique, ce générique qui nous a tant émus et qui nous a tant accompagnés pendant 25 ans. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Et merci de prendre place dans cette Europe Midi. Merci de nous faire revivre aussi dans votre ouvrage chez Calman Levy, Plus haut que mes rêves, et bien tous vos sentiments, d'avoir eu dans vos yeux justement le plus beau de la planète et d'avoir nourri votre conscience écolo à force de voir toutes ces choses-là, parce que c'est ce dont vous témoignez aussi dans ce livre. Oui, c'est vrai que cet engagement, ces convictions, elles se sont forgées au fil de mes visites, qui ont été évidemment assez intenses et assez denses, avec l'immense chance que j'ai eue de faire Ushuaïa. Ça m'a permis d'abord d'admirer en premier temps la beauté de la planète. J'ai souvent dit que l'émerveillement, c'était le premier pas vers le respect. Pour ma part, j'ai franchi ce pas. Mmh. Puis après, je me suis rendu compte que pour finir, contrairement à ce que culturellement on pensait, la planète est beaucoup plus petite que l'on l'imaginait. Et puis surtout que l'homme, à sa surface, c'était loin d'être insignifiant. Il était devenu même une force géologique majeure. Donc voilà, que le 21e siècle allait plus difficile que 20e siècle parce que voilà, l'homme était devenu son facteur déterminant pour l'avenir. Alors Ushuaïa, c'est un petit prince qu'on ne devait pas laisser se rider, c'est ce que vous dites dans cet ouvrage. Donc vous avez voulu mettre fin à l'aventure, mais je pense qu'elle nous a tous porté cette émission. Alors on a un public qui va vous interroger, Nicolas Hulot, pour tout ce que vous êtes, ce que vous représentez, votre engagement écologique, vos regrets, vous en parlez beaucoup dans ce livre. On a notamment deux jeunes qui sont très sensibilisés à ces questions écolo, dans une certaine liberté par rapport à Europe Écologie Les Verts, c'est ça ? Oui. Enfin, moi, je fais partie des jeunes écologistes. Le statut, c'est une association et on est plus ou moins autonome. Ouais. Plus ou moins autonome, ça veut dire, Nicolas Hulot, que vraiment c'est compliqué chez les Verts et que quand Noël Mamère parle de sectarisme, de clan, etc., ça existe, mais ça fait aussi la fantaisie de ce parti. Oui, enfin, c'est pas la peine d'en rajouter. Le parti, visiblement, moi de l'extérieur, je vois qu'il traverse une crise, mais d'une crise peut naître quelque chose de bien. Ce qui est étonnant, c'est que ce parti, au moins on peut lui reconnaître ça, c'est qu'ils sont les seuls dans le spectre politique à se préoccuper d'un enjeu majeur. Hein, ils sont les seuls. Et malheureusement, malgré le fait qu'ils portent un enjeu déterminant auquel tout le monde devrait adhérer, parce qu'en fait, ce qui est curieux, c'est que tout le monde devrait être écologiste au sens de l'enjeu universel. Et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal à faire cette jonction entre cette préoccupation que chacun devrait avoir, justement, et la société ? Bon, voilà, la souffrance exprimée quelque part. Alors, jeune homme, justement, une question. Je suis d'accord avec ça, on tape beaucoup sur les Verts, mais au moins ils essayent d'aller dans le bon sens et c'est déjà ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, et ce qui m'intéresse plus au niveau des jeunes écologistes aussi, c'est comment le citoyen peut agir sur le politique au niveau des sujets environnementaux. Comment peser, quel rôle est-ce que la sphère associative et le citoyen peut se donner ? Alors, la sphère associative, elle commence à peser depuis qu'il y a le Grenelle de l'environnement, puisque maintenant les ONG sont partie prenante dans l'élaboration des politiques publiques. Ça, c'est au moins un acquis du Grenelle. Il y a eu une conférence environnementale auquel les différentes ONG ont participé. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, la traduction électorale dans l'engagement écologique, pour les citoyens, elle ne pouvait se manifester qu'à travers un vote pour les écolos. Et c'est un peu la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui ont cette fibre-là, cette sensibilité-là, mais qui ne partagent peut-être pas le positionnement politique des écologistes. Et c'est tout le paradoxe. C'était un enjeu d'intérêt général que l'on risque de réduire à un enjeu partisan. Alors, la première chose que, en tout cas, les citoyens peuvent faire pour aider, et notamment les ONG, et moi, là, je vais plaider pour ma paroisse, oui. Parce que ma fondation, si on est tant écouté par les politiques, c'est parce que derrière nous, on a 800 ou 900 000 personnes dans notre communauté qui nous soutiennent. Donc, si vous voulez nous aider, parce que plus on est représentatif, plus on est nombreux, plus, évidemment, on nous prête de l'attention. Il faut aller sur le site de la fondation, fnh.org, et simplement adhérer et soutenir nos propositions. Oui, même si vous regrettez, vous, Nicolas Hulot, d'avoir justement fait un pas dans cette politique quelque part, quoi de plus incongru que de se jeter dans la course à la magistrature suprême quand on mène, comme moi, une vie de vagabond. Des Grecs, des remords. Oui. Il faut vous avez tenté. Oui, c'est une expérience comme une autre. Elle ne s'est pas terminée comme je le souhaitais. Elle n'a pas été profitable. Vous auriez préféré y aller seul, c'est ce que vous dites. Oui, je le dis maintenant, mais c'est facile aussi de le dire après, parce que si j'y avais été seul, il faut aussi comprendre juste une chose très rapidement, c'est que c'est vrai que j'ai eu du mal en interne chez les écolos à prouver de ma bonne foi, mais si par bonheur ou malheur, je ne sais pas ce qu'il fallait me souhaiter, j'avais été candidat, connaissant le monde politique, les orgues de Staline, des autres formations politiques, se seraient immédiatement tournés vers moi. Est-ce que j'aurais été capable de résister aussi à cela ? Voilà, il faut être très prudent, on ne refait pas l'histoire. Alors, on a sur votre engagement politique une question de Claude qui nous appelle au 39 21. Bonjour à vous. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Les Verts, à mon avis, se sont décrédibilisés
en tant que parti écologique. Il n'y a qu'à voir le résultat des élections, et ceci parce qu'ils font de la politique, et qui plus est, une politique d'extrême gauche. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait créer un véritable parti écologique qui ne soit ni de droite ni de gauche, car la nature ne fait pas de politique, un parti qui ne s'occupe que de la nature et de l'environnement, et accepteriez-vous d'en prendre la direction ? Donc, en tout cas, il vous veut, Claude. Alors, Nicolas Hulot. Simplement pour redire, effectivement, les seuls pour l'instant qui portent ces sujets, qui conditionnent le modèle économique de demain, qui conditionnent le bien-être de tous les citoyens, qu'ils fussent de gauche, de droite, riches ou pauvres, il faut reconnaître que ce sont les écologistes. Et il se trouve que, historiquement, ils sont effectivement plutôt dans la gauche de l'échiquier politique. Moi, ce qui me nave jusqu'à présent, c'est qu'on leur ait abandonné ce terrain-là, et que depuis le temps quand même que les signaux, et on voit encore avec le dernier rapport du GIEC, que les autres formations politiques considèrent que ces enjeux-là sont optionnels et qu'on peut s'en occuper quand on aura traité tout le reste. Alors que Ils étaient très absents de la campagne présidentielle 2012, d'ailleurs. Mais ça l'est encore. C'est pas, fait pas partie de leurs priorités. Alors que, sans vouloir faire peur, les changements climatiques, c'est une bombe économique à retardement. Il faut vraiment en avoir conscience. Alors maintenant, est-ce que dans l'espace politique, il y a la place pour un parti transpartisan, supra-politique, qui mette ce sujet-là comme le déterminant majeur de la politique économique et de la politique? Moi, je pense que oui. Maintenant, est-ce que j'aurai la capacité, l'énergie? La réponse est non. Pour une bonne raison, c'est que pour l'instant, j'ai accepté une mission auprès du président. Je ne fais pas que 2015, ça. J'ai une fondation pour faire en sorte que la conférence climat soit un succès, parce que ça me paraît, dans le calendrier pour l'instant, la chose la plus importante. Après 2015, on verra, Claude. Donc, je poursuis les propos de Nicolas Hulot. Question de monsieur dans le studio d'Europe 1 pour Nicolas Hulot. Bonjour, Hakim. Alors, vous dites que vous venez d'accepter une mission pour le président de la République jusqu'en 2015. Vous avez conseillé de nombreux politiques, de gauche comme de droite. C'est évidemment une question transgénérationnelle et transpolitique. Lorsque Jacques Chirac vous propose en 2002 le poste de ministre de l'écologie, pourquoi ne pas avoir accepté? Parce que c'était finalement la possibilité pour vous, après un long combat, de pouvoir enfin agir sur le plan politique et agir de manière concrète par le pouvoir. Alors, Nicolas Hulot. Plusieurs éléments de réponse. Quand il me l'a proposé à l'époque, je m'en sentais absolument pas capable. Sur des sujets très complexes, je travaille énormément sur tous ces sujets. Il ne suffit pas d'être amoureux de la nature pour pouvoir parler d'écologie. Il faut s'y connaître en économie, il faut s'y connaître en finance, en transport, en énergie, en agriculture. Donc, mais il y a une vraie connivence avec Jacques Chirac, une vraie amitié. Ce qui n'empêche que la relation que j'ai eue avec le président a permis d'inscrire dans la Constitution la charte constitutionnelle de l'environnement, le fameux principe de précaution que certains dénoncent, mais qui pour moi est un point de vue important. Après, le président a eu son fameux discours à Johannesburg. Donc tout ça fait partie d'un élan. Mais alors vous pourrez me dire, vous n'avez pas accepté à l'époque, est-ce que vous auriez pu l'accepter maintenant? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ministre de l'écologie, quand bien même soit-il convaincu, compétent et sincère, s'il est tout seul dans un gouvernement à se battre, il n'y aura pas de miracle. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un gouvernement qui ait la même feuille de route, c'est-à-dire que du ministre du budget jusqu'au ministre du redressement productif, jusqu'au ministre de la Santé, il considère que l'enjeu écologique est la priorité absolue. Tant que ça ne sera pas le cas, et on va dire les choses telles que c'est, ça n'est pas encore le cas. Vous en parlez à François Hollande de cela précisément? Oui, j'en parle, mais voilà, j'ai gardé une liberté de parole que j'essaie de rester respectueuse, d'abord parce que je m'occupe quand même un peu de ce qui se passe en France via ma fondation, mais tant que ça sera cela, des bons ministres, Jean-Louis Borloo était un bon ministre. À l'époque, il avait un certain territoire. Pendant un temps, qui a été assez bref, il y avait une dynamique avec le Grenelle de l'environnement. Puis après, la droite a considéré qu'ils n'avaient pas été payés en retour électoral de leur investissement. Donc c'est là qu'il y a eu la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire. Tant qu'on abordera les choses par opportunité, en se disant il y a peut-être un espace politique à remplir, tant qu'on ne sera pas convaincu que ce n'est pas un problème de gauche et de droite, et que tout le monde doit avoir, encore une fois, le même horizon, parce qu'aujourd'hui c'est Philippe Martin, hier c'est Delphine Batteau, mais s'ils ne sont pas soutenus, et ça va peut-être être le cas, on peut espérer que les choses changent, mais par le budget, si Arnaud Montebourg ne considère pas que la transition énergétique et écologique, c'est un potentiel économique et de création d'emplois extraordinaire, voilà. Et c'est ça qui est plus important que l'homme ou la femme qui est à la tête de l'écologie. Et moi, je me bats d'abord pour ça, avant d'en faire un problème de personne. Voilà, pour le plaidoyer de Nicolas Hulot en réponse à Hakim. Merci beaucoup Nicolas Hulot.